Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Les ovnis existent-ils vraiment et d'où viennent-ils? Y a-t-il des preuves irréfutables de leur existence? Est-ce qu'on peut mettre certaines disparitions sur le compte d'extraterrestres? Est-ce que les ovnis sont toujours des soucoupes volantes? Soucoupes occupées par des êtres verts et supérieurs. Sont-ils toujours pacifiques? Aujourd'hui, paranormal et objets volants non identifiés. Bonjour Yves Lignon. Bonjour Emmanuel. Alors aujourd'hui, on va parler des ovnis avec quand même un voile à lever, Yves. C'est vrai qu'on entend souvent parler des ovnis, mais par vagues. Alors est-ce que c'est dû aux médias qui décident de mettre l'accent dessus, ou bien une coïncidence qui peut-être d'ailleurs n'en est pas une? Non, c'est peut-être plus qu'une coïncidence. Il y a certains travaux de recherche qui se font sur l'étude des vagues qu'on a observées depuis que le problème ovni est scientifiquement posé, c'est-à-dire depuis 1947, donc il y a un peu plus de 60 ans. Et il y a des hypothèses qui font que la répartition de ces vagues ne serait pas aléatoire, ce serait pas dû au hasard. Mais c'est une recherche en cours. De même que l'étude des ovnis, qui est avant tout une étude de témoignage. Oui. Parce que qui dit ovni, dit quelqu'un qui vient raconter une histoire d'ovni, quelqu'un qui a vu ce qu'il a pensé être un engin volant. Et donc, il y a des recherches scientifiques très sérieuses. La France est en pointe de ce côté-là, puisque au CNES, il y a un service qui étudie les témoignages d'OVNI, qui les classifie et qui reconnaît, dans un très bel esprit scientifique, qu'une partie de ces témoignages sont inexplicables en l'état de nos connaissances. D'accord, c'est le GEPAN, vous parlez du GEPAN. Cet organisme, cette section du CNES s'appelle le GEIPAN. Alors, on peut être plus audacieux encore que des scientifiques qui classifient les témoignages, qui disent ça s'explique, ça s'explique pas. On peut émettre des hypothèses et il est certain que l'hypothèse extraterrestre vient à l'esprit. Je regrette un peu que certains l'aient tellement à l'esprit qu'ils considèrent qu'elle est validée. Non, certainement pas. Mais en tout cas, la question se pose. Mais aussi, vous allez le voir à travers l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, l'hypothèse extraterrestre n'est peut-être pas la seule en cause. Et on peut se demander si ces ovnis ne seraient pas forcément des engins, comme on dit, tôle et boulon, c'est-à-dire des engins venant d'une autre planète et pilotés par des êtres nous ressemblant plus ou moins, mais si ces ovnis ne seraient pas des objets, des êtres peut-être, ayant leur vie propre et qui ne seraient pas occupés par des émules des héros de Star Trek. C'est une autre hypothèse. L'hypothèse extraterrestre est incontournable. Je veux dire, on ne peut pas, quand on parle ovni, ne pas penser à l'hypothèse extraterrestre. Mais non seulement, j'insiste beaucoup, parce qu'il y en a qui s'imaginent déjà que les petits hommes verts se posent partout. Oui. Cette hypothèse, c'est une hypothèse, dans tous les sens du mot. Et puis, ça n'est peut-être pas la seule. Alors, pour venir à notre histoire d'aujourd'hui, vous savez, le pays Qatar, soi-disant, est favorisé par les apparitions d'ovnis. Du moins, y a-t-il des gens qui le racontent. Oui, mais les témoignages sont nombreux, donc, en pays Qatar. On le dit. En réalité, j'ai eu l'occasion d'effectuer une étude statistique et de montrer que des témoignages sérieux, des témoignages qui posent problème, il n'y en a pas plus, disons, autour de Rennes-le-Château, si vous voyez mon clin d'œil, que autour de Pampérigouste, de Cantaous-Tuzaguet ou de Tulle. Ah oui, on ne connaît pas tout ça, oui. Bon, donc effectivement, je parle des témoignages sérieux. Évidemment, les témoignages fantaisistes, ça, on peut toujours en ramasser. Et donc, il y en a en pays Qatar, comme ailleurs. Mais celui que je vais vous raconter, vraiment, a du poids. Moi, j'y attache beaucoup d'importance parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Et il y a quelque chose d'essentiel dans ce témoignage. Vous vous souvenez, Emmanuel, de l'histoire de la Dame Blanche de Palavas, que nous avons racontée, qui est une histoire très forte. On était dans une Renault 5 avec des jeunes. Voilà. Et qu'est-ce qui caractérise l'histoire de cette Dame Blanche de Palavas? C'est que les témoins, après s'être confessés à la police et aux chercheurs scientifiques, ont voulu plonger dans la plus profonde discrétion. Eh bien, dans l'histoire d'OVNI que je vais vous raconter aujourd'hui, les témoins ont eu exactement la même attitude. Ils se sont pas mis à courir les routes de France en disant nous sommes des privilégiés, nous avons été contactés par les extraterrestres. Au contraire,
L'histoire, on ne me l'a raconté qu'à moi, parce que on me fait confiance un peu en tant que scientifique, mais elle n'est connue vraiment que d'un très petit nombre de personnes. Quelques amis, le cercle familial, et bien sûr ceux qui l'ont vécu, qui étaient donc, tout bêtement, un groupe d'adolescents de notre pays Qatar, Oui. il y a 15 ans. Donc ils avaient à l'époque, il y en avait même un qui était très jeune, entre 11 et 16 ans. Donc l'aîné à l'heure actuelle a une 30aine d'années. Et ils ne l'ont raconté qu'à leurs proches, qu'à leur famille, et peut-être à moi. Donc, à vous aussi. Et donc sur Sud Radio, on va enfin découvrir cette histoire que on ne connaissait pas jusqu'alors. C'est dans les Clés du Mystère. Retour dans un instant. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les Clés du Mystère, sur Sud Radio. Et aujourd'hui, dans les Clés du Mystère, Yves Lignon va nous raconter une histoire inédite, une histoire que vous a relatée de jeunes ados à l'époque. On est dans la région du sud-ouest de la France. En pays Qatar. En pays Qatar, et c'était il y a 15 ans environ. Exactement, et c'était l'été. Oui. Et celui qui m'a raconté l'histoire, c'est Henri, qui était dans le fond le leader de ce petit groupe d'adolescents. Leader pourquoi? Parce que c'était Le le plus leader, âgé? c'était peut-être le plus âgé, puis c'était lui, vous savez, dans un petit groupe, il y en a toujours un qui mène un peu les autres. Et bien là, c'était Henri, et c'est lui, qui a été d'ailleurs le principal témoin, mais tous les autres ont vu le phénomène aussi. Et Henri en a fait d'ailleurs un rapport écrit, bien circonstancié. Et donc c'est l'été, et ce petit groupe de jeunes décide de faire ce qui se fait souvent dans certaines régions du Midi, c'est-à-dire d'aller passer la nuit sous la tente à l'extérieur du village. Là, il y a un bosquet. Et ça se fait beaucoup. Moi, je l'ai fait dans ma jeunesse, que j'ai passé ma jeunesse à Limoux, je l'ai fait comme ça, d'aller camper à l'extérieur. Vous partiez sur votre mobilette. Voilà, partir sur la mobilette. Mais là, ils sont juste allés à quelques centaines de mètres du village, dans un bosquet. Ouais. Mais on emporte le pique-nique en tout bien, tout honneur. Il y a pas d'alcool et on ne va pas fumer les glands. Hein. Donc, il y a même une jeune fille, évidemment. Il y a peut-être quelqu'un dans le groupe qui est un peu amoureux. Mais enfin, ça va pas plus loin que ça. C'est extrêmement gentil. Et je vous assure que ce sont des soirées merveilleuses dans le silence. Le silence qui est baigné d'odeur de pain, d'odeur de garrigue. Le ciel est bleu, il est étoilé. Ce sont des moments exceptionnels. Et donc, notre petit groupe, il est là. Il est installé dans ce bosquet. Il voit le village à quelques centaines de mètres. Et puis, on mange, et puis on bavarde. Et puis, de toute façon, si on a dit aux parents qui ont été d'accord, puisqu'encore une fois, c'est une habitude, on va passer la nuit en campant en dehors du village, c'est pas pour se coucher comme les poules. Donc on parle, on chahute un peu, on compte fleurette peut-être à la jeune fille, et puis on se repasse. Le ciel est toujours aussi beau. Il y a toujours les odeurs de pain qui se mélangent avec celles des chênes verts, avec celles des ajoncs. Minuit, 1h. 1h du matin. Finalement, le temps s'est arrêté. D'ailleurs, du bosquet, nos amis voient très bien le village qui est éclairé avec ces quelques lampadaires d'époque, parce qu'en 1995, dans les villages du pays Qatar, les lampadaires avaient souvent un âge canonique. Ils les voient, et d'un seul coup, un peu à droite de leur champ de vision, donc à droite du village, là-bas, au-dessus, il y a une colline derrière le village, et probablement à l'aplomb de la colline, dans ce ciel qui est si dégagé, sans la moindre pollution. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose. Il n'y a peut-être pas d'autre mot à dire que quelque chose. Quelque chose de lumineux. Quelque chose qui est lumineux. Je vais vous en donner la description, telle qu'elle m'a été rapportée par les témoins. C'est une sphère lumineuse jaune. Donc, jaune un peu pâle, si vous voulez, comme la lune. Sauf que la lune, elle est de l'autre côté. C'est une lune, mais une lune qui se déplace lentement, dans le silence, sans le moindre bruit. Le ciel est dégagé. Le ciel est dégagé. Et à quoi penseriez-vous, Emmanuel, si vous aviez été là dans le groupe, si vous aviez été la jeune fille, qu'est-ce que vous auriez dit? Oui, j'aurais dit, tiens, c'est bizarre. Ah, vous auriez dit, c'est bizarre. Eh bien, voyez-vous, eux, ils ont dit, tiens, c'est peut-être un avion. Parce qu'il se trouve que dans leur coin, des avions, on en voyait assez souvent. Il y a un aérodrome pas très loin, et donc, ils voyaient assez souvent des avions. Leur première réaction, ça a été de penser
que c'était un avion. Mais ils ont vite renoncé à cette idée. Oui, une sphère Parce lumineuse. qu'un avion, figurez-vous que ça ne se déplace pas avec des gens à l'intérieur qui pédalent. C'est pas économie d'énergie, les avions. Ça fait du bruit. Et cette sphère, bon, appelons-la une sphère pour le moment, parce que c'est comme cela qu'ils l'ont perçue. Oui. Cette sphère se déplaçait, et surtout, le silence nocturne n'était absolument pas troublé. Et donc elle avance. Ils l'ont vue, là, comme ça, mais presque d'un seul coup, sur leur droite. Elle se déplace, elle va survoler le village. C'est-à-dire qu'elle passe un peu, si vous voulez, dans leur champ de vision, a priori, parce que vous allez voir qu'il va y avoir des rebondissements. Elle passe dans leur champ de vision de la droite à la gauche. Vous savez, comme quand quelqu'un traverse un écran dans un film de cinéma ou traverse la scène au théâtre. Et donc, ils ne sont pas autrement inquiets. Ils sont même plutôt surexcités. Il y en a un ou deux qui commencent à se dire, à tout compte fait, si on faisait une rencontre à la Steven Spielberg. Ah, quand même. Oui, parce que ils n'ont pas peur. Pourquoi aurait-on peur ? C'est inhabituel, c'est étrange, on n'a jamais vu ça, ça n'est pas un avion, mais pourquoi aurait-on peur ? Alors pour le moment, eh ben, ils observent simplement cette sphère lumineuse qui se déplace. Et l'un d'entre eux, justement Henri, l'auteur du témoignage, qui a l'habitude de mesurer, d'évaluer des distances, c'est un de ses hobbies, la situe à environ 70 mètres au-dessus du village. D'accord. Donc elle passe très très bas. 70 mètres, c'est rien, hein. La tour Eiffel, ça fait 300 mètres. Oui. Donc elle passe, là elle est à hauteur du village, comme dans tous les villages, ou du moins comme dans de nombreux villages du pays Qatar, il y a un vieux château, et donc la sphère arrive à la hauteur du château. Et c'est à ce moment-là qu'Henri a une idée que peut-être certains de ses camarades vont appeler une drôle d'idée. Un ciel dégagé dans le sud-ouest, nous sommes dans le pays Qatar, et une sphère lumineuse jaune clair qui avance sans faire de bruit dans ce ciel justement extrêmement dégagé. Une sphère lumineuse vue par 7 adolescents. Voilà, ils sont voilà, plutôt jeunes. Ils ont entre 11 et 16 ans, Oui. on le répète. Alors au départ, ils pensent que c'est un avion, et puis Non, finalement, un instant qu'il s'agit d'un avion. assez Mais rapidement, ils ils savent se très rendent bien, compte que justement, c'est un parce qu'ils sont satellite. habitués à en voir au-dessus de leur village, que ça n'est pas un avion. Alors, disons que ça les interpelle. Mais c'est vrai que quand on est adolescent, on n'a pas froid aux yeux. Ce sont des adultes qui partiraient en courant en disant attention, les petits hommes verts ou gris vont débarquer. Non, des adolescents, l'esprit de curiosité, l'esprit d'aventure prend le dessus. Et Henri, toujours lui, Oui. se précipite vers sa tente pour saisir une torche. Une torche puissante comme on en a quand on campe. Vous doutez bien quelle idée il a derrière la tête. Il va faire des signaux à la sphère lumineuse. Là, comme dirait l'autre, l'unité syndicale se fissure. Parce que dans le groupe, il y en a qui commencent à dire, après tout, ce sont peut-être de petits hommes verts. Si on leur fait signe, Ils vont arriver, ils vont nous enlever. comment vont-ils prendre ça ? Ouais. Eh ben, donc il y en a quelques-uns qui parlent de position de repli, mais Henri, lui, ne se dégonfle pas. Il fait quelques pas en avant, la torche, l'engin se déplace toujours au-dessus du village, lentement, régulièrement, et clac, un signal, 2 signaux, Ah oui. 3 signaux, en prenant bien son temps, avec beaucoup de sang-froid. Et au 3e signal lumineux, que fait la sphère ? La sphère dont en même temps Henri et les copains qui ont bien voulu l'accompagner, faire quelques pas là en avant, Henri et les copains s'aperçoivent que cette sphère a changé un peu d'aspect. Sur la partie supérieure, il distingue une masse sombre, peut-être quelque chose qui pourrait faire penser à une coupole, à un poste de pilotage. Ça, c'est moi qui le dis. Oui. C'est pas eux. Toujours est-il que la sphère a changé. Ils lui font
des signaux lumineux. Et à ce moment-là, la sphère change de trajectoire et se dirige vers nos gaillards. Là encore une fois, pour certains, c'est le repli stratégique. Mais les autres restent là et attendent. Encore une fois, ils n'ont pas peur. La sphère, là j'ai un croquis qui m'a été donné par Henri, par le témoin. La sphère, brusquement, tourne à angle droit. Et au lieu de continuer de se déplacer de la droite vers la gauche, comme un acteur sur une scène de théâtre, eh bien la sphère se dirige vers le public, vers nos jeunes téléspectateurs, Bien si j'ose sûr. dire, qui sont devant leur écran. Voilà, Sauf qu'en fait d'être devant leur écran, ils sont dans la nature et ils allaient passer une nuit d'été tranquille et amusante en campant. Et n'oubliez pas, je le disais tout à l'heure, que cette sphère, elle est à peu près à 70 mètres d'altitude. Donc, peut-être a-t-on du mal à imaginer ces dimensions, quoique Henri va faire un essai, mais en tout cas, elle est proche. Bien sûr, 70 mètres, c'est... 70 mètres, c'est rien C'est rien du tout, oui. Et donc, elle se dirige vers nos témoins. Oui. Savez-vous quelle a été la réaction d'Henri à ce moment-là? Ouais, il a fait de grands signaux. Non. Bonjour. Il a lâché un mot grossier Ouais. que nous ne lâcherons pas à l'antenne, mais enfin qui est extrêmement commun en pays cathare. Bon, on ne dira pas lequel. Oh putain. Ah, elle l'a dit. Mais ce qu'elle n'a pas dit, Emmanuel, et que par contre Henri a ajouté, c'est « ça marche, il nous a vus ». Oh purée. Alors là, effectivement, il y a un copain qui est parti jusqu'au fond de la tente. Parce que, non mais remarquez bien, c'est très très intéressant. À partir du moment où Henri dit « il nous a vus », il personnalise. Ce n'est plus un engin quelconque, Oui. c'est un engin qui voit, ou Et qui contient réagit. peut-être un être qui voit, Et qui réagit. et qui se dirige vers vous. Et qui rentre en communication Oui, oui. d'une manière ou d'une Oui, autre, oui. quoi, voilà. Alors, Henri lui-même commence un peu à se déstabiliser. Ouais. Et il dit à ses camarades, vous savez, de l'air de celui qui rit pour cacher une sa peur. certaine trouille, Ah ouais. ça y est, on va faire une rencontre du troisième type, comme dans le film. Alors, arrivé à ce point de l'histoire, il faut quand même dire que Henri, donc qui est, je l'ai dit, le leader du groupe, le principal témoin, il n'était pas porté sur la science-fiction, sur le cinéma fantastique, sur les petits hommes verts et sur les éléphants roses. Oui, alors est-ce qu'il est plus courageux ou plus insouciant que les autres? Non, oui, non, mais en tout cas, c'était pas quelqu'un qui était disposé à voir des entités partout. Hein. Donc, il faut bien le dire. Oui, il a pas ça dans la tête. Lucide. Non, au contraire, il est face à cette sphère qui se rapproche et il l'observe. Et c'est à ce moment-là que, réagissant à l'esprit de géométrie qui reprend le dessus, il met tout qu'on fait, c'est pas un petit truc ça. Et il estime le diamètre de la sphère à une 12aine de mètres. Mais pendant pendant les quelques secondes qu'il m'a été nécessaire pour faire cette estimation, Ouais. la sphère, elle, a continué d'avancer vers lui. Sud Radio, les clés du mystère. On parle des ovnis ce matin dans les clés du mystère. Nous sommes en 1995. De jeunes ados voient une sphère lumineuse un soir d'été alors que le ciel est totalement dégagé. Un des ados fait signe donc à cette sphère lumineuse avec d'abord une lampe torche et puis après fait vraiment des signaux. Hein. Et au troisième signal, ils se rendent compte que la sphère s'approche, Oui, s'approche dévie de sa trajectoire et s'approche encore. et se dirige vers eux. Alors, Encore une fois, il y a une certaine panique. Et au moment où cette sphère se dirige vers eux et s'immobilise à quelque distance, elle ne s'immobilise pas au-dessus d'eux.
ils ne sont plus que 3. D'accord, sur 7. Les 4 autres sont partis. Les autres sont au fond des tentes, très probablement au fond des sacs de couchage. La tête sous l'oreiller. Et on ne sait pas si on entend des dents claquer. Oui, courage parce Fillon. que les 3 plus courageux, eux, carrément, ils sont lancés dans l'aventure. Et ils l'observent, ils la voient très bien, parce qu'elle s'immobilise. Et quand elle s'immobilise... Au-dessus d'eux Non. À vol d'oiseau, elle est à une vingtaine de mètres. À côté. Hein. Et quand même à 70 mètres de haut. Donc c'est là qu'ils l'observent, qu'ils la voient très bien. Donc ils estiment sa taille à une douzaine de mètres. Ça, la partie lumineuse, l'espèce de capot, de coupole sombre. Oui. Et puis c'est là, c'est immobile. Dans le ciel, c'est inimaginable. On se dit, mais... Ils rêvent. Et comment pourraient-ils rêver? L'hallucination à 3, vous savez, ça n'existe pas. D'autant plus qu'au départ, ce que certains qualifieraient à tort d'hallucination à 3, ça aurait été une hallucination à 7. Oui, au départ. Oui, ce qui existe encore moins. L'hallucination collective, il ne faut pas y croire. Donc au départ, ils ont tous bien vu la sphère. Et au départ, ils n'étaient pas autrement impressionnés. Ils découvraient quelque chose. C'est qu'Henri... a commencé à dire « Tiens, on va lui faire un signe », que dans le groupe, certains désaccords ont commencé à se manifester. Mais maintenant, au moment où il n'y en a plus que 3 qui restent, qui sont là plantés devant le bosquet, qui regardent cette énorme sphère, 12 mètres, lumineuse, qui peut-être bien vibre un petit peu, on en a l'impression, la lumière, souvent on a l'impression qu'elle palpite. Mais les 3, ils n'ont pas peur, ils attendent. Et comme si le phénomène s'était rendu compte qu'ils n'avaient rien à craindre. Eux, les 3, sont là, disons, dans leur tête, dans leur mental, nous n'avions rien à craindre du phénomène. Eh bien, le phénomène, l'engin, mais on ne peut pas dire vraiment que ce soit un engin. Parce que Henri et ses amis n'ont pas dit on a vu des superstructures, on a vu des poutrelles, etc. Ils ont vu une sphère lumineuse, jaune clair. Eh bien, l'engin reprend son chemin. L'engin qui est resté stationnaire. Combien de secondes? À une vingtaine de mètres, ça a duré une vingtaine de secondes. D'accord. Mais Henri m'a dit ça a été une éternité quand même. L'engin, donc, presque, vous savez, comme un animal, un chien qui s'approche, qui tâte, qui dit, bon, puis il n'y a pas de danger, je passe à autre chose. Eh bien, l'engin reprend sa direction initiale. Il repart vers la gauche. Alors, ils le voient là très bien. Ils sont à proximité. Parce que il y a un changement. Ce n'est plus une sphère lumineuse uniquement. Ils sont en train de penser à un réacteur. Vous savez, les réacteurs, pas comme on les voit sur un avion, mais comme on les voit quelquefois au cinéma, des réacteurs qui crachent le feu. Oui. De cette sphère sort, mais toujours dans le plus grand silence, une traînée rouge. Il y a un changement dans l'objet, dans l'engin. C'est-à-dire que l'objet, l'engin a mis les moteurs, là. On peut c'est vous qui le dites, Emmanuel. D'accord. Mais si l'engin avait mis les moteurs, Henri et ses amis nous diraient, nous avons entendu un bruit de moteur. D'accord. Ils n'ont rien entendu. C'est seulement l'image qui change. Okay. Le visuel, comme elle dit très bien. C'était une sphère lumineuse, donc à dominante jaune. Ça se met à ressembler à un réacteur qui crache du feu, mais ça ne fait pas de bruit. Et ça reprend sa direction initiale, vers la gauche. Bien entendu, les 3 ados se sont fascinés. Parce que le fait que la sphère reprenne son déplacement, elle s'éloigne d'eux. Donc il est certain qu'il n'y a plus rien à craindre. On a fait un signal à cette sphère. Elle s'est approchée. Ça se vit comme si elle s'est approchée, c'est pour voir qui nous étions. Maintenant qu'elle a vu qui nous étions, elle retourne à ses affaires. Et alors c'est là qu'en fait d'émotion, ils vont avoir la plus forte de la soirée ou de cette nuit, parce que la sphère est devenue un réacteur, elle file vers la gauche,
mais elle ne file pas très loin. Brusquement, instantanément, elle disparaît. Volatilisée. Henri et ses deux copains se regardent. Elle était là, elle n'y est plus. On la voyait, on la suivait des yeux. Instantanément, elle a disparu. Ils se regardent, ils s'interrogent. Bien entendu, les trois pères dieux retournent dans la direction où était la sphère. Il n'y a plus rien que le ciel, toujours avec ses étoiles et toujours avec sa teinte bleutée des nuits d'été en pays cathare. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y en a déjà une partie qui est couchée. Ouais. N'oublions pas, une partie de la bande qui est couchée. On va la rassurer. On rentre dans les tentes, tranquille, pas du tout impressionné. Donc vous voyez que nous sommes loin de toutes ces histoires à dormir debout qu'on vous raconte. Les extraterrestres, les entités m'ont envoyé des messages télépathiques. Ouais. Ils m'ont dit que j'allais gagner au loto, etc. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de communication. Simplement un phénomène visuel. Et après, ils sont dans l'état d'esprit d'adolescents qui vont peut-être avoir une bonne histoire à raconter. Mais il y aura un rebondissement. Toujours est-il qu'ils ne se sentent pas troublés psychologiquement. Ouais. Ils ne se sentent pas affectés physiquement. Ils rejoignent les copains. Ils leur disent « Vous avez été bien couillons d'avoir la trouille parce qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur. Ouais. Tout s'est bien passé. On se couche. On en reparle demain. » Allez, et des rebondissements, vous avez compris qu'il allait y en avoir dans un instant dans les Clés du Mystère. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les Clés du Mystère sur Sud Radio. Alors ça, c'est une histoire incroyable que vous nous avez racontée. Yves Lignon, cette histoire d'OVNI, objet volant non identifié, effectivement, totalement non identifié. Oui, on voit juste une sphère lumineuse. Oui, on ne sait même pas de quelle matière elle est faite. Oui, il n'est pas question de ferraille, de forme même. Non, mais le terme objet qu'en matière scientifique, on emploie toujours au sens très large. Vous savez, à propos d'une équation, moi quand je faisais cours, je disais à mes étudiants, je vais vous présenter un objet mathématique. Oui. Donc le terme objet, est une réalité. Au sens scientifique, convient parfaitement. C'est quelque chose, mais on ne sait pas de quoi ce quelque chose est fait. On ne pourrait pas dire engin. Parce qu'engin, ce serait trop. Engin, on aurait vu vu des tôles et des boulons. Bien sûr. On a vu une sphère lumineuse qui était, à la fin, dit Henri, extrêmement lumineuse. Ah oui, d'accord. Au moment où elle est devenue un réacteur, mais vraiment, ça éclairait presque tout le paysage, beaucoup plus que les lampadaires du village qu'on voyait au loin. Évidemment. Le truc incroyable également, c'est cet objet, donc, qui disparaît comme ça. Qui se volatilise un petit peu, syndrome Photoshop, quoi. Alors, il faut dire que là, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais enfin, c'est tout à l'honneur d'Henri. Ouais. Il a dit aux copains, on va voir s'il n'y a pas des morceaux à ramasser. Ça, c'est pas des intérêts. Mais là, malheureusement, il n'a trouvé personne pour l'accompagner. Les autres lui ont dit, ça suffit pour aujourd'hui. Plus exactement, ça suffit pour cette nuit. On en a assez vu. Toujours est-il que le lendemain, on rentre au village et on est pas mal dans sa peau, on est pas mal dans sa tête. On a conscience, certes, ils ne peuvent pas avoir le recul d'adulte, puisque l'aîné a 16 ans. Mais on a conscience qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel, que ça n'arrive pas à tout le monde ce qui est arrivé cette nuit, mais pas plus que ça. Malgré tout, on en parle aux parents. Et c'est là qu'il y a un rebondissement extraordinaire. La mère d'Henri lui dit « Ah mais oui, hier soir, il faisait tellement beau, je suis sortie pour fumer sur la terrasse. » Et elle a vu, elle aussi, la sphère lumineuse. Elle a pensé à quoi, elle ? Elle n'a pensé à rien. Les adultes, vous savez, ça ne rêve pas. Les adultes, tant pis, elle a vu une sphère lumineuse, et c'est tout. Mais ce qu'elle en dit, il y a une première confrontation de témoignages. Et c'est aussi extraordinaire dans cette affaire. La première confrontation de témoignages, c'est pas les ados entre eux qui en parleront plus tard, c'est le fils et la mère. Et la trajectoire suivie par la sphère lumineuse qu'avait vue la maman, évidemment, c'est la même que celle qui avait été vue par son fils. Donc, il y a ce qui ajoute beaucoup de poids à cette histoire, un témoin extérieur
indépendant. Bien sûr. C'est fondamental. Extérieur au groupe. Oui. La maman d'Henri n'a pas dit un mot. C'est Henri Mais enfin, il y a un lien de parenté entre la mère et le fils, Yves. Emmanuel, Écoutez. vous faites preuve quelquefois d'un esprit aussi sceptique que certains astrophysiciens défunts et néanmoins fort peu regrettés. Non. Est-ce qu'elle a été la seule à voir cette sphère lumineuse, cette maman? Il suffit qu'il y en ait une. Oui. On n'a pas mené une enquête policière. Mais Henri dit... Quand Henri revient, dit à ses parents, que les parents disent alors ça s'est bien passé, vous êtes bien amusés hier soir, et qu'Henri, qui évidemment, il faut qu'il la sorte l'histoire, dit à sa mère, tu sais, j'ai vu ça. Comment pouvez-vous soupçonner de trucage, de complicité, de malhonnêteté, d'amour, tout simplement. D'amour. La réaction de la maman, puis tiens, moi je suis sorti sur la terrasse et ta sphère, je l'ai vue aussi. Oui. Au contraire, il n'y a rien de plus naturel, de plus spontané, de plus authentique que cette réaction de la maman. Et voilà donc toute l'histoire de l'OVNI du pays Qatar. D'accord. Un jour d'été, je ne préciserai pas quel jour, je vais dire qu'Henri ne se prénomme pas Henri et que le pays Qatar, c'est quand même assez grand. Bon. D'accord. Et tout cela, évidemment, c'est volontaire. Sur le plan scientifique, j'ai tous les détails. Toutes les précisions nécessaires. Pour quelle raison est-ce que ces ados n'ont jamais voulu raconter cette histoire? Parce que c'est comme ça. Quand on vit souvent un phénomène de ce type, je le disais en commençant l'émission, on le garde pour soi. Ils en ont parlé quelque temps entre eux, et même m'a dit Henri, quand je lui ai demandé de m'aider à préparer l'émission, dit même pour certains des copains, c'est devenu tabou. Ah oui. Et encore une fois, j'ai fait le parallèle. Là. Quand j'ai lu le texte qu'Henri m'a envoyé, j'ai dit, bon sang, ces jeunes, ils se sont conduits exactement comme les jeunes de la Dame Blanche de Palavas. Et ça, c'est un poids supplémentaire, c'est un argument supplémentaire en faveur de l'authenticité. Alors, on pourrait en rajouter d'autres. Si on sort de l'ambiance adolescente, si on dit, tiens, nous avons un rapport scientifique là sous les yeux, qu'est-ce que ça vaut? Bon, il y a quand même dans le récit 3 points extrêmement forts dont Henri est parfaitement conscient, qui authentifient, qui renvoient tous les sceptiques là. Le virus sceptique qui vous pique de temps en temps, Emmanuel, le virus a dégagé. Hein. Bon, la première, c'est la trajectoire. C'est tout à fait curieux. Quand on fait un signal, si ça avait été un ballon sonde, vous imaginez, vous envoyez un signal de torche à un ballon sonde, il change de direction pour venir vous voir. Ça, c'est le premier point curieux. Le second, c'est le fait que ce soit stationnaire. Ça s'arrête. Comme si ça observait. Ça observe, oui. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de minus, là, les 3 qui sont devant le bosquet avec des tentes derrière et qui ont agité une torche tout à l'heure. Et troisièmement, bien sûr, la disparition. Est-ce qu'un ballon sonde, est-ce qu'un engin fabriqué par l'être humain pourrait avoir ce comportement? Peut disparaître comme ça d'une seconde à une autre. Alors, effectivement, nous retombons ou l'hypothèse extraterrestre, ou bien un phénomène naturel totalement inconnu. Mais en tout cas... Et pas observé non plus. Oui, bien sûr. Et inconnu de la science. Mais en tout cas, il ne faut pas raconter que ces jeunes, ils avaient trop forcé sur le vin des côtes de la Malpère. C'est vraiment un superbe et authentique témoignage d'OVNI. Voilà. Et maintenant, Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait? Une expérience. Ah oui, c'est ce qui m'a semblé comprendre. Une expérience à l'antenne. On l'a fait tout de suite. 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. Et dans les clés du mystère, aujourd'hui on s'amuse sur ce module-là. On va faire une expérience. Alors une expérience qui en fait a trait à l'émission de dimanche dernier qui concernait Humbert Pierce, qui était un étudiant en théologie. Les expériences avec jeu de cartes. Avec jeu de cartes, vous vous souvenez des ronds, des triangles, etc. Les expériences du professeur Rhein. Ouais. Et vous vous souvenez que l'inconvénient dans ces expériences, c'est qu'il faut donner beaucoup de réponses, c'est très répétitif, c'est un carré, c'est une étoile, etc. Et donc un jour, vers 1935, le professeur Rhein a eu une idée. Et au lieu de demander des milliers de réponses à une seule personne, demandons une seule réponse à des milliers de personnes. Et comment peut-on demander une réponse à des milliers de personnes? En utilisant les médias. À la radio. Bien sûr. Et ça s'est passé à la radio à Kansas City.
Donc nous allons refaire la même expérience. C'est-à-dire que nous allons chercher à savoir si parmi vous tous qui nous écoutez, il y a une espèce de voyance collective qui peut se produire. Nous allons tirer une carte, voyance ou télépathie, qui sait. Manu. Il faut que je me concentre. Et vous allez vous concentrer sur cette carte et puis nos auditeurs vont nous dire, essayer de nous dire à quoi vous pensez. Dans le fond, ils vont essayer, ils vont tenter de rentrer en télépathie avec moi. Avec vous. Alors, je vais c'est faire tout sérieux. Ce que je peux pour que la carte, ça marche. on prend pas le jeu de cartes de pas de poker, etc. On va la désigner par en utilisant ce qu'on appelle un générateur aléatoire. Qui ressemble en fait à une machine à calculer. Hein. Oui, mais c'est pas une machine à calculer, c'est beaucoup mieux que ça. Voilà, c'est prêt. Je lance la machine. Je suis de tout cœur avec vous. Hein. Voilà. Je vais me concentrer. Bon, ça me donne un nombre. Un nombre ? Oui, ça me donne un nombre qui va me désigner une carte. Ah bah dis donc. Mais oui, c'est pas simple. C'est un vrai générateur, oui. C'est pas cher. Voilà, ça y est, je l'ai. J'ai un numéro et je sais quelle est la carte. Et si je croise les pieds, c'est grave ? C'est pas grave si ça ne nuit pas à votre concentration. Donc voilà la carte, désignée par le générateur aléatoire. Alors, attendez. Alors, ça. voilà, je vous passe ça. Bon, Nicolas, notre réalisateur, sert de témoin. Et donc, il met sa casquette d'huissier de justice pour le moment. Donc, voilà la carte désignée par l'appareil. Eh bien, le jeu, parce que c'est avant tout un jeu, mais c'est un jeu parapsychologique. Chers amis et chères amies qui nous écoutez, de quelle carte s'agit-il? Alors, je précise qu'elle a été tirée dans un jeu de 52. Il y a donc des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, il n'y a pas seulement le 7, le 8, le 9, roi, dame, valet. Il y a 52 cartes. Quelle est-elle? Quelle est la couleur? C'est rouge, c'est noir, c'est... Bon, bref, vous savez ce que c'est qu'une carte quand même. Et vous nous donnez la réponse le plus vite possible sur le site internet de Sud Radio. Vous allez à la page Les Clés du Mystère. Et là, sur cette page, attention, il y a un forum. Vous mettez pas votre réponse sur le forum, parce que si l'un d'entre vous met sa réponse sur le forum, l'expérience est foutue. Mais en allant sur la page Clé du Mystère, sur le site de Sud Radio, vous pouvez m'adresser une lettre. Et vous m'écrivez simplement la carte sur laquelle Manu s'est concentré, c'est telle chose. Nous sommes le 31 octobre. Vous avez donc jusqu'au 14 novembre. Et puis on vous donnera les résultats et on vous le rappellera qu'il faut répondre que Manu est en train de se concentrer. Là, c'est incroyable. Ça fume au niveau des écouteurs. Bon, il va falloir appeler le service incendie de la station. Oh, ne me déconcentrez pas, Yves. Bon, donc vous l'avez bien vu, la carte. Nous ne sommes que 3 à la connaître. Très bien. Nicolas, qui nous sert de témoin, vous qui vous concentrez, et moi qui me suis servi de l'engin qui ressemble à une calculette. Alors, la bonne réponse sera bien sûr le chiffre s'il y en a un et la couleur. Oui. Voilà. Oui. Et comme il s'agit d'un jeu de 52 cartes, alors ça peut être pique, cœur, carreau ou trèfle. Et ça peut aller de 1 jusqu'à 10, ou ça peut être dame, valet, roi. Alors, pour les calculs, je vais préciser, moi je tiendrai compte non seulement de ceux qui auront mis en pleine dans la cible, mais de ceux qui se rapprocheront. Parce que vous comprenez bien que, je vais prendre un exemple. C'est un exemple. Si la carte, c'est le 10 de trèfle, quelqu'un qui répond 10 de pique, il est quand même plus près du but que quelqu'un qui a répondu roi de carreau. Il a un tiers de bonne réponse. Oui, voilà. Tout ça, ça va intervenir dans mes calculs, qui seront assez compliqués. Il me faudra quelques jours pour les faire. Ah oui. Mais en tout cas, vous avez jusqu'au 14 novembre, 14 novembre, tout simplement, pour aller site sudradio.fr, la page Les Clés du Mystère, et vous m'écrivez. Vous ne criez pas sur tous les toits quelle était la carte à laquelle pensait Manu. Vous me l'écrivez personnellement, sous pli discret, comme on dit sur certains sites, etc., qu'il n'y ait que moi qui sache quelle est votre réponse. Et à partir des centaines et même certainement des des milliers de réponses que nous allons recevoir, ça, je mettrai ça non pas dans le générateur aléatoire, mais dans une grosse machine. On fera des calculs et on vous dira finalement si l'ensemble des auditeurs des Clés du Mystère est capable, oui ou non, d'entrer en télépathie avec Manu. On en reparle. Et en attendant, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour d'autres Clés du Mystère. Passez une belle après-midi. À dimanche prochain, il s'agira de fantômes. Bye bye. Sud Radio.
Les clés du mystère.